Bonjour à vous. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un instant pour vous sentir plus proche. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et si le cœur vous en dit quel âge vous avez. Savoir que nous partageons ces moments par-delà les distances donne une force particulière à ces récits de vie. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marguerite. Tes économies sont plus en sécurité entre mes mains. Voilà ce que mon fils m'a dit. Sans hésitation, sans honte. C'était une phrase qui m'a semblé être une lame rapide et tranchante, découpant le confort tranquille que je pensais avoir construit pour ma vieillesse. À 72 ans, j'ai traversé des pertes des labeurs et de longues nuits d'inquiétude. J'ai travaillé dur, étiré chaque euro, économisé sur les moindres détails. Et par cette seule déclaration suffisante, il a réduit les efforts de ma vie à quelque chose qu'il croyait lui appartenir. J'étais assise en face de lui, à ma propre table de cuisine, celle que j'avais polie et nettoyée pendant des décennies, celle où son père et moi avions partagé nos repas, célébré des anniversaires et l'avions consolé de ses fers. Peine de cœur. Il s'est adossé à sa chaise comme si c'était un trône. La confiance suintait de sa voix comme si ma sécurité, mes économies, n'étaient rien de plus qu'un jouet avec lequel il méritait de s'amuser. « Tu n'en as pas vraiment besoin », a-t-il ajouté presque nonchalamment comme s'il me rendait service. « Tu as eu ta part. Laisse-moi m'en occuper. Je le ferai fructifier. J'en ferai plus que tu n'as jamais pu le faire. » Les mots m'ont piqué non seulement par leur arrogance, mais parce qu'ils impliquaient que j'étais finie, que mes années ne comptaient plus, que les sacrifices de mon passé pouvaient être balayés d'un revers de la main. Pour lui, mon argent était gaspillé entre les mains d'une femme de 72 ans. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma gorge s'est nouée, mes lèvres se sont pincées, le silence entre nous était lourd, rempli de toutes les choses que je voulais dire, mais que je ne pouvais pas, du moins pas à ce moment-là. Il a pris mon silence pour une capitulation, il a souri satisfait, comme si l'affaire était réglée simplement parce qu'il l'avait décrétée. J'ai croisé mes mains sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Une vie d'endurance m'avait appris la retenue. J'avais déjà ravalé ma langue pour des insultes plus petites quand il me traitait de démodé, parce que je découpais des bons de réduction quand il levait les yeux au ciel devant ma manie de conserver des choses que d'autres auraient jetées. Mais il ne s'agissait pas d'un bon de réduction ou d'une théière fissurée. Il s'agissait de mon avenir. À l'intérieur, quelque chose s'est agité, une étincelle. Ce n'était pas une rage ardente, du moins pas encore. C'était plus calme que cela, plus profond, un petit mais indéniable courant de résistance qui me traversait. Il pensait que je plierais facilement. Il pensait que mon âge m'avait ramolli jusqu'à la faiblesse. Il n'avait aucune idée de la force qu'une femme comme moi pouvait encore détenir. À cet instant, ces mots se sont installés en moi comme une pierre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai laissé le silence se dresser entre nous comme un mur. Je savais qu'il ne servait à rien de le combattre sur le champ. Il n'aurait fait que déformer mes paroles, se moquer de mon inquiétude, me dire que je surréagissais. Mais dans ce silence, je me suis fait une promesse. Je supporterai la piqûre pour l'instant. Je vivrai avec l'insulte, la porterai en moi et la laisserai se durcir en résolution. Il ne me verrait pas flancher. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé mon fils non pas comme le garçon que j'avais élevé, mais comme un homme qui avait oublié qui était sa mère. Et je savais avec une certitude glaçante que cette conversation n'était que le début. Il pensait que mes économies étaient plus en sécurité entre ses mains. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Je suppose que je devrais vous dire qui je suis, pour que vous compreniez à quel point ces mots m'ont blessée. Je m'appelle Marguerite. J'ai 72 ans veuve depuis 10 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie comme professeur d'histoire, enseignant à des enfants agités qui croyaient que le passé était ennuyeux jusqu'à ce que je le leur fasse voir vivant. Mon mari Georges disait que j'avais le don de maintenir les choses stables. La salle de classe, la maison, notre vie. Nous n'avons jamais eu beaucoup, mais nous avions assez. J'ai appris très tôt à optimiser chaque euro. Mes parents avaient connu l'après-guerre, le genre de personnes qui gardaient des bouts de ficelle et pliaient soigneusement les sacs de courses pour les réutiliser. Ce sang coule aussi en moi. De chaque salaire, je mettais un peu de côté, non pas dans des investissements tape à l'œil ou des projets risqués,
mais sur des comptes solides et fiables. C'était la sécurité que je recherchais, pas l'excitation. J'ai construit ce pécule non seulement pour moi, mais pour avoir l'esprit tranquille. Quand mon mari est décédé, j'ai pensé que ces économies seraient ma bouée de sauvetage. De l'argent pour me maintenir dans ma maison, pour couvrir des frais médicaux imprévus, pour me permettre de vieillir sans devenir un fardeau pour personne. Je me suis dit que j'avais bien fait. Je me suis dit que Georges aurait été fier de la façon dont je gardais précieusement ce que nous avions construit ensemble. Mais mon fils, mon unique enfant, n'a jamais semblé voir les choses de cette façon. Pour lui, ma prudence était démodée, presque risible. Je me souviens encore de la première fois où il s'est moqué de moi devant les autres. Nous étions chez lui pour un barbecue en famille et j'avais apporté des boîtes en plastique pour emporter les restes, comme je l'avais toujours fait. Sa femme a souri d'un air narquois et il a gloussé. « Maman, toi et tes boîtes, on dirait une collectionneuse. Tu ne peux pas simplement laisser les choses se perdre. » Le rire m'a piqué, mais je l'ai ignoré. Ce ne fut pas la dernière fois. Il y a eu la fois où il est venu avec moi à l'épicerie. J'avais une poignée de bons de réduction soigneusement découpés dans le journal. Il a levé les yeux au ciel de manière si théâtrale que la caissière l'a remarqué. « Maman, tu économises 20 centimes par-ci, 10 centimes par-là. À quoi bon ? Tu ne vois pas à quel point c'est dérisoire. » Je n'ai pas répondu non plus cette fois-là, mais j'ai pensé à la façon dont ces centimes accumulés sur des décennies étaient devenus le compte qui gardait un toit. Au-dessus de ma tête, c'est allé plus loin. Quand il était à l'université, je me suis portée garante pour son premier prêt auto. Il avait promis de le rembourser de manière responsable, et quand il ne l'a pas fait, je suis intervenue discrètement pour éviter que son crédit ne soit ruiné. Quand il a voulu lancer sa première entreprise, je lui ai prêté une partie de l'héritage que j'avais reçu après le décès de Georges. Cette entreprise a fait faillite en 1 an, mais je n'ai jamais demandé le remboursement. C'était mon fils. C'était une raison suffisante. Je lui ai donné non seulement de l'argent, mais du temps, de l'amour, du pardon. Il a toujours pris confiance que je donnerais. Et je l'ai fait parce que c'est ce que font les mères. Mais quelque part en chemin, la gratitude s'est transformée en droit acquis. Ce qui était autrefois « merci maman » est devenu « tu vas aider, n'est-ce pas ?» Il a cessé de demander et a commencé à supposer. C'était subtil au début, mais le ton est devenu plus tranchant au fil des ans. Je le regardais rejeter mon mode de vie comme si j'étais une relique. Une femme trop têtue pour accepter la modernité. Il avait l'arrogance de quelqu'un qui croyait que la jeunesse durerait éternellement, qui pensait que l'âge était une faiblesse au lieu d'une force. Je suis restée silencieuse parce que c'est ainsi que j'ai été élevée. Endurer, éviter les conflits, croire que la patience l'emporterait sur l'arrogance. Mais le silence, j'allais l'apprendre, ne calme pas l'arrogance. Il la nourrit. Alors quand il m'a regardé dans les yeux ce jour-là à ma table de cuisine et m'a dit « Tes économies sont plus en sécurité entre mes mains », c'était pas une cruauté soudaine. C'était l'écho le plus fort de toutes ces petites vexations. Des années de méprise empilées, s'effondrant toutes en une insulte audacieuse. Et tandis que j'étais assise dans ce silence, j'ai senti le poids de mes années non pas comme une faiblesse, mais comme un registre de tout ce que j'avais enduré. Je savais alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de respect. Il s'agissait de ma valeur en tant que femme qui avait vécu, qui avait donné et qui comptait encore. Il pensait être malin, déguisant sa cupidité en responsabilité. Mais je l'observais depuis des années. Je connaissais ses faiblesses. Il pensait que mon âge me rendait aveugle. Mais ce qui m'avait vraiment donné, c'était la patience. Et la patience, je commençais à le réaliser, pouvait être affûtée comme une arme. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité se révèle. Les choses cruelles avaient une façon de sortir à la lumière, même lorsque les coupables essaient de les cacher. Un matin, je suis allée en ligne pour vérifier mes soldes de compte. C'était quelque chose que je faisais chaque semaine en partie par habitude, en partie pour me rassurer. Seulement, cette fois, les chiffres ne correspondaient pas. Mes économies, ce que j'avais mis des années à construire, étaient considérablement plus basses. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur, une sorte de problème de la part de la banque. J'ai imprimé le relevé et l'ai étudié traçant chaque ligne avec mon doigt. Mais c'était là, noir sur blanc. Des virements, des grosses sommes, tous autorisés par mon fils. Il avait pris l'argent. J'ai senti ma poitrine se serrer, une douleur creuse s'installant sous mes côtes. Je me suis dit de respirer, de rester calme,
Mais je ne pouvais pas chasser l'image de lui, souriant à ma table de cuisine, me disant que mes économies étaient plus en sécurité entre ses mains. L'audace. Il ne parlait pas seulement en hypothèse, il s'était déjà rendu maître de ce qui ne lui appartenait pas. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à sa maison. Je devais le regarder dans les yeux et entendre son explication. Même si au fond de moi, je savais déjà. Quand je suis arrivée dans son allée, je n'ai même pas atteint la porte d'entrée avant de la voir. La voiture de sport rouge rutilante, garée comme un trophée. Sa peinture brillait sous le soleil. Ses jantes chromées scintillaient comme si elles sortaient d'une salle d'exposition. Je me suis arrêtée net. Cette voiture n'était pas une nécessité, ni un véhicule familial, ni un outil de travail. C'était un objet d'apparat, un jouet pour un homme qui voulait frimer. Mes économies, ma bouée de sauvetage, reposaient sur 4 roues dans son allée. La porte s'est ouverte, et il est sorti souriant comme un garçon avec un nouveau jouet. « Elle te plaît, maman ?» demanda-t-il en désignant la voiture. « C'est un investissement. Les voitures comme ça gardent leur valeur. Parfois, elles augmentent même. Tu ne comprendrais pas, mais crois-moi, c'est malin. » Ces mots m'ont à peine atteinte. Je me sentais prise de vertige, comme si le sol s'était incliné sous mes pieds. J'ai serré le relevé bancaire dans ma main, ses bords se froissant, tandis que j'essayais de me stabiliser. « Tu as acheté ça avec mon argent », ai-je finalement réussi à dire. Ma voix était basse tendue, chaque mot forcé à travers des dents serrées. Il a haussé les épaules comme si c'était évident. « Eh bien, techniquement, je l'ai juste déplacé. Tu ne l'utilisais pas. Et honnêtement, tu ne devrais pas garder autant d'argent qui dort. Je vais le faire travailler plus dur. Regarde cette beauté. Tu ne veux pas que je profite de la vie tant que je le peux? Tu as eu ton tour. » Cette phrase, « tu as eu ton tour », a été le coup de grâce. Toutes les justifications, toute l'arrogance concentrée dans ce rejet brutal. Il ne faisait pas ça pour moi, ni même pour la famille. Il le faisait pour lui-même parce qu'il croyait que mes années ne comptaient plus. J'ai regardé la voiture, je l'ai regardé lui, j'ai regardé les papiers dans ma main. Le déni auquel je m'étais accrochée s'est brisé en 1000 morceaux. Il n'y avait pas d'erreur, pas de malentendu, pas de fil généreux essayant d'aider. C'était du vol déguisé en droit du sang. « Tu n'en avais pas le droit ?» ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le pensais. Il a levé les yeux au ciel. Un garçon à nouveau boudant d'être grondé. « Ne sois pas tragique, maman. Je prendrai soin de toi. Tu me remercieras plus tard. » Mais je ne me sentais pas prise en charge. Je me sentais dépouillée, volée non seulement d'argent, mais de dignité. À cet instant, une clarté s'est installée en moi. Toutes les illusions que j'avais entretenues sur ses intentions avaient disparu. Je le voyais clairement sans le flou de l'amour maternel qui avait adouci ses contours pendant si longtemps. Il m'avait trahi non seulement en tant que fils, mais en tant qu'homme à qui j'avais confié une partie de mon avenir. Je n'ai rien dit de plus. J'ai tourné les talons et je suis retournée à ma voiture. Mes mains tremblaient sur le volant, en rentrant chez moi, mais mon esprit était clair. La vérité avait fait surface indéniable et tranchante. Et une fois que la vérité arrive, le déni ne peut plus coexister. La nuit après avoir vu cette voiture, je suis restée assise dans mon salon sans allumer les lumières. La maison était sombre, à l'exception de la faible lueur du lampadaire extérieur, projetant de longues ombres sur les murs. J'aurais dû aller me coucher, mais le sommeil refusait de venir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la peinture rouge briller dans son allée et j'entendais sa voix. « Tu as eu ton tour. » Les mots tournaient en boucle, me vidant de l'intérieur. J'ai regardé mes mains posées sur mes genoux. Ce n'étaient plus les mains d'une jeune femme. Les veines étaient visibles, la peau plus fine maintenant. Mais ses mains avaient préparé des repas, corrigé des copies tard, dans la nuit nettoyé des sols, tenu celle de mon mari quand il était malade et bercé mon fils, quand il était assez petit pour tenir contre ma poitrine. Ce n'étaient pas des mains inutiles. Elles étaient mon histoire, ma force. Et pourtant, mon propre fils m'avait rejetée, comme si mon temps était passé, comme si la seule valeur qui me restait était dans ce que je pouvais lui donner. Une vague de désespoir m'a submergée lourde et suffocante. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment seule. Georges était parti. Mes sœurs étaient décédées et les amis que j'avais étaient dispersés chacun aux prises avec ses propres difficultés. J'avais toujours cru qu'au moins mon fils serait mon allié dans ces dernières années.
Au lieu de cela, il était devenu celui qui me blessait le plus profondément. J'ai pensé à appeler quelqu'un peu, être une vieille amie de la paroisse, mais je ne voulais pas avoir à m'expliquer. La honte s'est ajoutée au chagrin. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que mon unique enfant m'avait volé, que moi, la femme qui s'était autrefois targuée d'enseigner la responsabilité, avait élevé un homme qui avait si peu d'estime pour la de valeur de sa mère. L'horloge tournait marquant chaque heure de ma nuit blanche. À chaque minute qui passait, le chagrin se modifiait légèrement. C'est comme si le désespoir laissé trop longtemps dans le corps commence à durcir pour devenir autre chose. À l'aube, les larmes avaient séché sur mes joues. Ma poitrine me faisait encore mal. Mais sous cette douleur se trouvait une brûlure lente et délibérée. De la colère, oui, mais pas le genre de colère sauvage qui vous rend imprudent. Cette colère était différente. Elle était nette claire. J'ai réalisé quelque chose en restant assise là à regarder la première lumière du matin s'étirer sur le plancher. Le désespoir est un endroit où l'on peut se noyer si on le choisit. Mais la colère, la bonne colère, peut être un radeau de sauvetage. Je refusais de rester impuissante. Je me suis levée et je suis allée dans la cuisine, le même endroit où mon fils s'était assis quelques jours plus tôt, si suffisant, déclarant que mes économies étaient plus en sécurité entre ses mains. J'ai posé mes paumes à plat sur la table et je me suis penchée en avant, murmurant à voix haute, dans la pièce vide. Ça suffit maintenant. Ces mots m'ont fait écho dans le silence. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie stable. Je n'étais pas naïve. Je savais que récupérer ce qui m'appartenait ne serait pas simple. Il était audacieux, arrogant et convaincu de sa propre supériorité. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. La patience, l'expérience et une vie entière passée à surmonter des défis qui l'auraient écrasé, le point de rupture était passé. J'avais goûté au désespoir dans le noir et j'avais décidé de ne pas l'avaler. Maintenant venait la partie la plus difficile, celle où le silence prendrait fin et où l'action commencerait. J'avais peu être 72 ans. J'étais peu être veuve vivant seule dans une maison parfois trop calme. Mais je n'étais pas finie. Et je n'étais pas faible. Je ne laisserais pas mon fils décider que mon histoire était terminée. Et ainsi, le cœur meurtri mais l'esprit se raffermissant comme de l'acier, j'ai commencé à penser non pas à ce qu'il avait pris, mais à ce que j'étais sur le point de récupérer. Les jours qui ont suivi m'ont mise à l'épreuve d'une manière que je n'avais pas imaginée. Mon fils peut, être enhardi par ce qu'il prenait pour mon silence, est devenu plus audacieux. Il paradait avec cette voiture en ville, l'amenant aux réunions de famille, publiant des photos en ligne pour que tout le monde les voie. Ce n'était pas seulement un moyen de transport pour lui. C'était une preuve, un insigne scintillant de sa supposée réussite. Des proches m'ont appelé leur voix teintée de curiosité et de jugement. J'ai entendu dire que tu l'as laissé gérer tes finances. Marguerite, c'est bien d'avoir quelqu'un pour prendre soin de toi, n'est-ce pas? Prendre soin de moi. Comme si j'étais une vieille femme sans défense qui avait abandonné son indépendance. Je me suis mordu la langue et les ai laissés croire ce qu'ils voulaient qu'ils croient. Mais à l'intérieur, chaque appel était une nouvelle aiguille s'enfonçant dans ma fierté. Il se vantait ouvertement, ne réalisant pas que son arrogance construisait un mur entre nous. « Maman est tranquille maintenant », l'ai-je entendu dire à son cousin lors d'une réunion se pavanant comme un coq. Elle n'a à s'inquiéter de rien. J'ai tout pris en main. Elle me fait entièrement confiance. Confiance. Le mot s'est coincé dans ma gorge, comme du verre. Il ne se contentait pas de me voler discrètement. Il réécrivait l'histoire de qui j'étais, me peignant comme faible et dépendante pour paraître puissant. Les enjeux devenaient plus lourds chaque semaine. Des factures arrivaient et je sentais la pression de mes comptes réduits. Et s'il y avait une urgence médicale? Et si le toit avait besoin de réparation? Mon filet de sécurité si soigneusement construit avait été lacéré, me laissant exposée. Et pire que l'argent, il y avait la dignité. Les chuchotements dans la famille, les regards en coin, la supposition que j'avais volontairement cédé mes économies durement gagnées. Tout cela menaçait d'effacer la femme que je savais être. Je le voyais moins comme un fils et plus comme un joueur à une table devenant plus imprudent à chaque main qu'il pensait avoir gagnée. Il n'avait aucune idée que les cartes étaient en train de changer. Un après-midi, il est passé à l'improviste entrant chez moi comme si c'était la sienne. Je pense transférer une partie de tes fonds vers une nouvelle opportunité. A-t-il dit, balayant des miettes de mon comptoir, comme s'il était déjà aux commandes. J'ai entendu parler d'un partenariat.
Bon rendement, retour rapide. Ne t'inquiète pas, je m'occupe des détails. Je n'ai rien dit. Le silence était devenu mon masque, le rideau derrière lequel mes plans se formaient. Il l'a de nouveau pris pour de la faiblesse. Il a souri, m'a tapoté l'épaule et a dit « Ne stresse pas, maman. Profite. Tu n'as plus à penser à ces choses. » Son arrogance était mon signal d'alarme. Si je ne faisais rien, je perdrais non seulement ce qui restait de mes économies, mais aussi le contrôle de ma vie. Il se positionnait déjà comme le maître de mes finances, de mes choix, de mon avenir. Je savais maintenant ce qui était en jeu, mon indépendance, ma place, dans ma propre maison, mon identité même. À 72 ans, je ne pouvais pas me permettre de renoncer à ces choses. Pas à n'importe qui, et certainement pas au garçon que j'avais élevé devenu un homme qui pensait que les années de sa mère lui donnaient le droit de la priver de sa voix. Il est reparti cet après-midi-là, le rugissement de la voiture de sport résonnant dans la rue, me laissant de nouveau dans le silence. Mais ce n'était pas le silence du désespoir cette fois. C'était le silence qui précède l'orage, celui qui accumule sa puissance tranquillement avant d'éclater. Il pensait que je resterais immobile pendant qu'il découpait des morceaux de ma vie. Il pensait que mon âge signifiait la soumission, que mon silence signifiait la capitulation. Mais il n'avait pas remarqué le changement en moi, la façon dont le chagrin s'était durci en résolution. Les enjeux n'étaient plus seulement financiers. Si je ne faisais rien, je disparaîtrais dans le rôle qu'il m'avait assigné. La mère fragile mise en sécurité sous son contrôle, sa valeur réduite au solde d'un compte qu'elle ne possédait plus. Je ne jouerais pas ce rôle. Et ainsi, alors qu'il s'éloignait dans sa gloire empruntée, je suis restée sur le seuil de ma porte, avec une pensée claire comme du cristal. S'il croyait avoir déjà gagné, alors il était sur le point d'apprendre ce que signifiait me sous-estimer. Si mon fils pensait que je resterais les bras croisés, pendant qu'il démantelait ma sécurité, il avait oublié qu'il avait élevé. Je n'ai pas crié, et je ne me suis pas précipitée dans son allée avec des accusations. J'avais appris au cours de nombreuses années d'enseignement et de vie que la voix la plus forte n'est pas toujours la plus puissante. La vraie force est silencieuse, délibérée et prudente. Alors j'ai commencé mon travail en silence. La première étape fut une visite à la banque. Je suis entrée avec mon dossier de documents de relevé de pièces d'identité, la preuve des virements qu'il avait effectués. Le jeune homme derrière le guichet m'a regardé comme le font souvent les employés avec les personnes de mon âge. Avec une patience polie, mais aussi avec la supposition que je ne comprendrais pas les petits caractères. C'était sa première erreur. J'avais passé ma vie à équilibrer des comptes, à découper des bons de réduction et à vérifier chaque reçu. Je connaissais le langage de l'argent même s'il était écrit en petits caractères. « Je veux que tout soit à mon nom uniquement », lui ai-je dit d'une voix stable et claire. Pas d'accès conjoint, pas d'autorisation externe, verrouillez tout. Il a tapé sur son clavier, a hésité puis a hoché la tête. « Oui, madame, nous pouvons sécuriser vos comptes. » Un premier pion était avancé. Ensuite, j'ai appelé une avocate, pas une avocate prestigieuse dans un bureau vitré du centre-ville, mais une femme recommandée par une voisine vive, discrète et pragmatique. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Quand j'ai eu fini, elle a croisé les mains et a dit « Vous avez encore plus de pouvoir que vous ne le pensez. » Ensemble, nous avons rédigé des documents des protections juridiques, des transferts de titres de propriété et des clauses qui rendaient clair que ce qui était à moi le resterait. Mon fils avait utilisé ma confiance pour se faufiler à travers les fissures, mais j'étais en train de les sceller une par une. Pourtant, la voiture était la blessure la plus vive. Chaque fois que j'y pensais, je ressentais à nouveau l'insulte. La façon dont il l'avait exhibée brillante et bruyante, un monument à son arrogance, acheté avec mes sacrifices. Cela aussi devait être réglé. Grâce au conseil de l'avocate, j'ai appris exactement comment l'achat avait été financé. Ce n'était pas un investissement malin. C'était mon argent purement et simplement. Et à cause de cela, j'avais le droit de le récupérer. Le processus n'a pas été simple. Des formulaires à remplir, des appels, à passer des négociations à mener. Mais pièce par pièce, les étapes se sont alignées. Des arrangements ont été discrètement pris avec un acheteur qui ne posait pas de questions. Au moment où l'encre a séché, la voiture de sport n'était plus à lui. C'était presque poétique de savoir que l'objet de sa fierté était en train d'être démantelé à son insu. Pendant qu'il se pavanait et se vantait, je défaisais son illusion fil par fil.
De retour à la maison, j'ai changé les serrures. Ce n'était pas un acte de paranoïa mais de protection. Il s'était habitué à entrer dans mon espace comme dans un moulin, décrétant ce qu'il ferait de mon avenir. Ma maison était mon sanctuaire, le seul endroit où je décidais encore qui franchissait le seuil. Maintenant, seul moi en détenais les clés. Chaque pas que je faisais était comme poser des briques dans un mur entre nous silencieux, ferme et nécessaire. Il croyait toujours que j'étais cantonnée au rôle qu'il m'avait assigné, silencieuse, dépendante, naïve. Il n'avait aucune idée que je construisais quelque chose derrière le rideau de mon calme. Il y a eu des nuits où le doute s'est insinué, me chuchotant que j'étais trop dure, que je devrais peu, être pardonnée à nouveau, qu'une mère doit supporter les erreurs de son enfant. Mais ces voix se sont tues quand je me suis souvenue de l'éclat de cette voiture et de la piqûre de ces mots. Tu as eu ton tour. Le pardon, ai-je réalisé, n'est pas la même chose que la capitulation. Je pourrais peu être lui pardonné dans mon cœur un jour, mais je ne pouvais pas renoncer à ma dignité. Et donc j'ai continué pas après pas, brique après brique. Quand j'ai eu fini, tout ce qui m'appartenait avait été sécurisé, et l'arme qu'il pensait détenir mon argent, mon avenir lui glissait déjà des mains. Il était aveugle à tout cela, se pavanant dans sa confiance empruntée, ignorant que le sol se dérobait sous ses pieds. Il pensait que sa mère était trop vieille, trop douce, trop lente pour se protéger. Il pensait que mon silence signifiait la défaite. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la stratégie qui se construisait dans le calme. Ce qu'il n'entendait pas, c'était la force qui s'accumulait dans le silence. Bientôt, très bientôt, le silence allait se briser. Le matin est arrivé comme n'importe quel autre. La lumière du soleil se déversant à travers les rideaux, le chant des oiseaux dehors, mais je sentais le poids de ce qui allait arriver. Mon fils devait passer bien, que ce ne soit pas sur invitation. Il venait souvent maintenant à l'improviste avec la confiance de quelqu'un qui croyait que la maison, l'argent, même montant lui appartenait. Seulement ce matin serait différent. J'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier avant qu'on ne frappe à la porte. Mon cœur s'est accéléré, mais je me suis ressaisie. Quand j'ai ouvert, il était là souriant les clés, pendant à sa main, prêt à emmener sa précieuse voiture pour une autre virée. Sauf que l'allée était vide. Son front s'est plissé instantanément. Il est passé devant moi sans demander la permission, regardant par la fenêtre, comme si la voiture pouvait apparaître s'il plissait assez fort les yeux. Elle est où ? Hâté, il exigeait sa voix montant. J'ai fermé doucement la porte derrière lui. Parti, ai-je dit simplement. Comment ça parti ? Son visage est devenu rouge, le charme remplacé par la panique. Maman ne me dit pas qu'elle a été volée. Comment as-tu pu laisser faire ça ? J'ai marché calmement vers la table et j'ai posé un dossier. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des formulaires de virement et des documents juridiques soigneusement empilés et indéniables. Elle n'a pas été volée. Elle a été vendue. Avec mon autorisation parce qu'elle a été achetée avec mon argent. Pendant un moment, il est resté là, à me fixer la bouche, s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Puis il a frappé la table de sa main. Tu ne peux pas faire ça. Cette voiture est à moi. J'ai fait face à sa fureur avec calme. Non, elle n'a jamais été à toi. Elle a été achetée avec ce que tu m'as pris, et maintenant l'affaire est réglée. Il arpentait la cuisine comme un animal en cage, marmonnant entre ses dents, puis s'est retourné avec un ricanement. Incroyable! Tu as complètement perdu la tête. Tu ne comprends rien aux investissements. Tu ne comprends rien à l'avenir. Tu as besoin de moi, maman. Sans moi, tu finiras sans le sou et seul. Tu ne vois pas ça. Je l'ai laissé cracher son venin. Puis j'ai pris dans le dossier la lettre de l'avocate et l'ai fait glisser sur la table. Voici les documents qui sécurisent tout le reste. Mes comptes, mes biens, ma maison. Tu n'y as plus accès. La couleur a quitté son visage tandis qu'il parcourait la page. Il a essayé d'en rire, mais son rire s'est brisé. C'est ridicule. Tu crois qu'un bout de papier va m'arrêter ? Je suis ton fils, j'y ai droit. Stop. Le mot est sorti net et clair, me surprenant même par sa fermeté. Tu n'as droit à rien. Ni à mon argent, ni à ma maison, ni à ma tranquillité. Je t'ai donné la vie. Je t'ai donné de l'amour. Je t'ai donné chance après chance. Mais le droit s'arrête ici. Sa voix s'est élevée en un cri. Tu ne peux pas simplement m'exclure après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait.
L'ai-je interrompu ma voix stable, mais froide? Tu as vidé mes économies. Tu t'es moqué de mes années. Tu m'as dit que ma vie était finie pour que tu puisses vivre la tienne plus bruyamment. Voilà ce que tu as fait. La pièce est devenue tendue épaisse de sa colère et de ma résolution. Il a de nouveau frappé la table du poing essayant de m'ébranler, mais les années m'avaient appris l'endurance, et l'endurance s'était transformée en acier. Je n'ai pas bronché. Finalement, je me suis penchée en avant, mes yeux fixés sur les siens. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que mes économies étaient plus en sécurité entre tes mains, que j'avais eu mon tour. Il a dégluti difficilement sans rien dire. Je me suis redressée, faisant glisser le dernier document en place. Tu avais tort. Mes économies sont plus en sécurité entre mes mains. Elles l'ont toujours été, et elles le seront toujours. Les mots l'ont frappé plus fort que n'importe quel cri. Il est resté là, le visage rouge, tremblant de colère. Mais en dessous, j'ai vu les fissures de quelque chose d'autre. Le choc peut être même la peur. Pour la première fois, il comprenait que le pouvoir qu'il pensait avoir avait disparu. Il n'avait plus rien à dire. Après un long et lourd silence, il a tourné les talons et est sorti en trombe, la porte claquant derrière lui. J'ai écouté ses pas s'éloigner l'allée vide, se moquant de lui à chaque pas. Je suis restée dans ma cuisine, le silence m'appartenant maintenant, et non plus à lui. Je n'avais pas haussé la voix. Je n'avais ni supplié, ni plaidé. J'avais simplement repris ce qui m'appartenait pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien à me reprocher. Et à cet instant, je me suis sentie inébranlable. La maison était silencieuse après son départ, mais pas de la même manière que lors de ces nuits de désespoir. À l'époque, le silence avait semblé lourd, suffocant, m'écrasant comme un poids que je ne pouvais soulever. Maintenant, il semblait pur, presque libérateur. J'ai marché lentement dans chaque pièce, touchant les meubles, les photographies, les murs qui avaient traversé les décennies de ma vie. Pour la première fois, depuis des mois peu, être même des années, l'espace me semblait à nouveau m'appartenir. Les serrures étaient changées, les comptes sécurisés, la voiture, partie ma dignité aussi reconquise. Cela n'avait pas été facile. Rien dans tout cela ne l'était. Mais chaque pas silencieux que j'avais fait menait à ce moment. Je me tenais plus droite, non pas parce que mes années avaient disparu, mais parce que je m'étais appuyée sur elles. L'âge ne m'avait pas affaiblie. Il m'avait armée de la patience, de la sagesse et de la résolution nécessaires pour me protéger quand cela comptait le plus. J'ai repensé à la nuit où j'étais assise dans le noir, pensant que je pourrais me noyer dans le désespoir. Je me suis souvenue de la piqûre de la honte quand les parents appelaient, répétant ces mensonges sur la façon dont j'avais tout cédé. Je me suis souvenue du vide quand j'ai vu cette voiture de sport rouge scintiller dans son allée. Chaque blessure était toujours là, une partie de moi, mais elle ne saignait plus. Elle s'était transformée en cicatrice, et les cicatrices ne sont pas la preuve de la défaite, mais de la survie. Certains pourraient dire que j'ai été dure, qu'une mère devrait pardonner sans fin, que les liens du sang sont plus forts que la trahison. Mais voici ce que je sais. Le pardon sans limite n'est pas de la bonté. C'est une capitulation. Mon fils avait pris mon amour pour de la faiblesse, mon silence pour de l'approbation. Il croyait pouvoir m'effacer de ma propre histoire, réclamer ce qui m'appartenait et s'attendre encore à ce que je le bénisse pour cela. J'aimerai toujours le garçon que j'ai élevé. Cet amour ne disparaîtra jamais, peu importe à quel point il s'égare. Mais l'amour ne signifie pas l'aveuglement. L'amour ne signifie pas se laisser dépouiller de sa dignité. Et l'amour ne signifie certainement pas financer l'arrogance de quelqu'un d'autre au prix de sa propre survie. Après la confrontation, la nouvelle s'est répandue rapidement dans la famille. Certains ont appelé pour prendre de mes nouvelles, leur voix prudente, testant l'histoire qu'ils avaient entendue de sa bouche. Je leur ai dit la vérité simplement sans honte. J'ai repris ce qui m'appartenait, ai-je dit. Certains sont restés silencieux peu, être stupéfaits. D'autres ont murmuré des mots d'admiration discrète, bien qu'ils ne les aient pas prononcés trop fort. Mais je n'avais pas besoin de leur approbation. Ma valeur ne dépendait plus de ce que les autres croyaient. Un après-midi, je me suis préparé une tasse de thé et me suis assise près de la fenêtre. Le soleil se reflétait sur le bord de la tasse et j'ai ressenti une sensation inconnue mais bienvenue. La paix. Pas la paix fragile de se taire pour que les autres ne fassent pas de bruit, mais la paix solide de savoir que j'avais agi, que j'avais défendu ce qui comptait. J'ai repensé à ces mots. Tes économies sont plus en sécurité entre mes mains. Avec quelle confiance il l'avait dit,
avec quelle suffisance il y croyait. Maintenant je retournais ces mots dans mon esprit et ils ne me piquaient plus. Ils s'étaient transformés en autre chose. Parce que la vérité était la suivante. Mes économies, ma maison, mon avenir, ma dignité, ils avaient toujours été plus en sécurité entre mes mains. Entre les mains de la femme qui les avait construits avec des années de labeur, de sacrifice, de patience attentive. Entre les mains de la femme qui l'avait élevée, oui, mais aussi de la femme qui s'était souvenue de sa propre valeur, juste à temps. Je partage cela maintenant parce que je sais que je ne suis pas la seule. Beaucoup d'entre nous, en vieillissant, se voient dire de manière subtile que notre temps est révolu, que nos voix n'ont plus d'importance, que ce que nous avons construit devrait être transmis à quelqu'un. D'autres, parfois cela vient d'étrangers, parfois douloureusement cela vient de ceux que nous aimons le plus, mais je suis la preuve vivante. L'âge n'est pas la fermeture d'une porte, c'est une accumulation de force. Nous ne sommes pas invisibles, nous n'avons pas fini, et nous ne sommes jamais trop vieux pour tracer une ligne et dire ça suffit. Alors si jamais vous entendez ces mots cruels, que votre temps est passé, que ce que vous avez est mieux entre les mains de quelqu'un d'autre, j'espère que vous vous souviendrez de moi. Souvenez-vous que 72 ans n'est pas une fin, c'est un point de vue. Et d'ici, je vois clairement ce que j'ai construit, ce que j'ai mérité, ce que je suis. C'est mieux entre mes mains. Toujours entre mes mains.